Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au sommaire de ce numéro, le cerveau de Cro-Magnon en 3 dimensions, une théorie de la relativité qui tient toujours la route et un caméléon qui ne craint pas le froid. Et puis nous recevrons Catherine Henny, paléogénéticienne, avec qui nous évoquerons les nombreux travaux réalisés récemment sur l'ADN ancien. En 1868, dans une grotte de Dordogne, était découvert l'un des plus vieux représentants des Homo sapiens, le célèbre homme de Cro-Magnon qui vivait il y a 28 000 ans. À en croire son excellent état de conservation, Cro-Magnon avait la tête dure. Mais qu'avait-il dans la caboche? Pour répondre à cette question sans abîmer le fossile, 2 chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle ont eu l'idée de recourir à des techniques d'imagerie moderne. Soumis à un scanner médical, le crâne révèle ici ses secrets. La structure fine de ses os ou encore ses canaux semi-circulaires, organes de l'équilibre. Mais surtout, la technique permet de mettre en évidence l'endocrâne de Cro-Magnon, c'est-à-dire l'empreinte laissée par le cerveau à l'intérieur du crâne, qui permet d'apprécier sa surface, ses vaisseaux sanguins, les différentes zones cérébrales. Grâce à une technique de prototypage, il a été possible de produire une reconstitution en dur, en plastique exactement, de ce cerveau. Les scientifiques disposent ainsi d'un objet physique qui va permettre d'étudier les changements de forme du cerveau au sein de l'espèce Homo sapiens, depuis ses représentants européens les plus anciens jusqu'aux hommes actuels. Si la relativité générale d'Einstein fait parfois l'objet de critiques, une nouvelle étude montre qu'elle garde le dessus sur les théories alternatives. La théorie de la relativité permet en effet de décrire avec précision les mouvements des objets proches, comme les planètes. En revanche, pour que la théorie fonctionne avec des objets plus lointains, comme les galaxies, les scientifiques ont dû considérer qu'il existait dans l'univers de la matière et de l'énergie invisibles. Certaines théories alternatives considèrent que le grand Albert s'est trompé et que cette matière et cette énergie noire ne sont pas nécessaires pour décrire l'univers lointain. Pour confronter les différentes théories entre elles, des chercheurs américains ont exploité les données obtenues par le programme d'observation Sloan Sky Digital Survey, qui depuis 10 ans dresse une cartographie détaillée des objets lointains. Ils ont ainsi analysé la distribution et la vitesse de quelques 70 000 galaxies réparties sur 7 milliards d'années-lumière. Et en s'appuyant sur un indice qu'il serait compliqué d'expliquer ici, ils sont arrivés à la conclusion que la loi décrite par Einstein est bien celle qui permet de mieux décrire les observations. La contamination des huîtres dans le bassin d'Arcachon ou ailleurs défraie parfois la chronique. Celle-ci est généralement due à des toxines libérées par des microalgues. Pour la première fois, des chercheurs du CNRS et du CEA viennent d'identifier le mécanisme d'action de 2 de ces toxines, les spirolides et les gymnodimines. Les chercheurs ont mis en évidence que les 2 toxines agissent en bloquant un récepteur essentiel pour les êtres vivants, le récepteur nicotinique à l'acétylcholine, qui joue un rôle primordial dans la transmission neuromusculaire et neuronale. Cette inhibition engendre alors des dysfonctionnements musculaires ou cérébraux, rappelant ceux observés dans certaines pathologies graves. Les scientifiques ont aussi décrit comment ces toxines se fixaient au récepteur. Leurs travaux devraient faciliter la mise au point de tests fiables et peu coûteux pour déceler la présence de ces toxines dans les coquillages. Les reptiles sont des animaux à sang froid et à ce titre, ils ont besoin de s'exposer au soleil pour pouvoir faire fonctionner pleinement leurs muscles. Pourtant, des biologistes américains viennent de montrer que même à 15 degrés, une température plutôt froide pour un reptile, le caméléon est toujours capable d'utiliser sa langue élastique pour capturer des insectes. Filmé ici au ralenti, la langue de l'animal atteint une vitesse de 20 km/h en moins de 20 millisecondes. En fait, pour atteindre une telle vitesse, la langue est aidée d'un tissu de collagène situé entre l'os et le muscle de la langue qui fonctionne à la manière d'une catapulte. Et contrairement au muscle, ce tissu de collagène n'est pas affecté par la température. Bref, même dans la fraîcheur matinale, les insectes ont intérêt à assurer leurs arrières. Grâce à la sonde Cassini, on en sait désormais un peu plus sur Titan, le plus gros satellite de Saturne. En analysant les données gravimétriques recueillies au cours de 4 survols effectués entre 2006 et 2008, les chercheurs du JPL en Californie estiment que le cœur de cette grosse lune ne possède pas de noyau purement rocheux, mais plutôt composé de glace et de roches mêlées. Les chercheurs estiment en effet que jamais ce satellite n'a été suffisamment chaud lors de sa formation pour que les roches se fondent en un noyau rocheux unique, comme c'est le cas pour Ganymède, une lune de Jupiter. Cette découverte ne donne aucun indice sur la présence supposée d'un océan caché sous la surface glacée de Titan, une hypothèse qui reste donc à vérifier. Entre l'analyse du génome d'un Inuit de 4000 ans, de Toutankhamon ou d'oiseaux aujourd'hui disparus,
Il ne se passe plus une semaine sans qu'une annonce soit faite sur l'ADN ancien. Pourquoi un tel engouement et que peut-on réellement espérer de ces recherches? Pour évoquer ces travaux, nous recevons aujourd'hui la paléogénéticienne Catherine Henny, qui a notamment étudié le patrimoine génétique de l'homme de Néandertal. Catherine Henny, bonjour. Bonjour. Il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait une publication concernant de l'ADN ancien. Pourquoi une telle profusion de publications dans ce domaine? Alors en fait, la paléogénétique, la discipline qui étudie l'ADN ancien, existe depuis une vingtaine d'années environ. Et dans un premier temps, la méthodologie qui a été utilisée, qui s'appelle la PCR pour Polymerase Chain Reaction, permettait de cibler certaines petites portions du génome ancien et d'en obtenir des données. Et les nouvelles méthodologies qui sont mises en place depuis quelques années permettent non plus d'accéder à des petites portions spécifiques, mais d'avoir une idée beaucoup plus globale du génome de ces espèces ou de ces populations anciennes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de données qui donnent des réponses plus importantes et plus vastes que ce qu'on pouvait obtenir auparavant, et donc qui donnent lieu à plus de publications. Mais concrètement, on le trouve où cet ADN ancien? Comment on extrait cet ADN? Où est-ce qu'on le trouve? On va récupérer cet ADN dans divers substrats anciens, par exemple des ossements, mais qui ne sont en fait plus vraiment des fossiles, puisqu'on a encore la présence de matière organique, puisqu'on a de l'ADN dans ces échantillons. Donc on peut le trouver dans des tas de substrats différents. Alors ça peut être les ossements, ça peut être les dents, ça peut être les cheveux, cela peut être également des restes organiques tels que des coquilles d'œufs, des ivoires, etc. Mais on dit souvent que l'ADN est très fragile, qu'il peut se détruire très rapidement. Oui. Il faut quelles conditions? Alors, il y a deux choses intéressantes à dire. C'est que, dans le fond, avant de dire qu'il est dégradé, il faut se dire que l'ADN est quand même une molécule extrêmement stable, puisqu'elle peut, malgré le fait qu'elle subit les dégradations du temps et de l'environnement, elle peut rester présente dans des échantillons anciens très très longtemps. Alors c'est à la fois parce qu'elle est très stable et à la fois parce qu'on a des technologies extrêmement puissantes qui font qu'on arrive à la récupérer. Donc cette molécule persiste, mais elle ne persiste pas dans des conditions identiques ou dans un état identique à de l'ADN qu'on va appeler de l'ADN actuel ou de l'ADN moderne, c'est-à-dire l'ADN qui est pris dans nos cellules, dans nos tissus, par exemple. C'est de l'ADN, comme je l'ai dit, qui a subi des modifications dues au temps et à l'environnement. Par exemple, c'est de l'ADN qui est, même s'il est présent, il est présent en très petite quantité, il est dégradé, c'est-à-dire qu'il est coupé en petits morceaux, et il est chimiquement modifié, c'est-à-dire que les bases qui le constituent sont modifiées par le temps, ce qui fait que ça pose quelques problèmes, par exemple, pour les paléogénéticiens, pour l'analyser, puisque dans la mesure où il est dans des conditions spécifiques, il peut être contaminé par de l'ADN actuel et de l'ADN moderne. Et puis, il faut être sûr, et ça je dirais que c'est le travail d'un paléogénéticien, de ne pas confondre ces modifications des bases, qui sont en fait des modifications artefactuelles, dues à l'environnement au temps, avec des modifications vraies, qui sont les mutations qu'on cherche à aller voir dans les échantillons anciens, par exemple pour savoir comment évoluer le génome d'une espèce il y a plusieurs milliers d'années, le comparer à un génome actuel. Donc en quelque sorte, notre travail de paléogénéticien est un travail d'archéologie. Nous sommes des archéologues de l'ADN. Vous avez étudié l'ADN de Néandertal, qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Les premières études ont été réalisées déjà dès 1997 à partir du spécimen type de néandertalien, donc venant de la vallée de Néander. Et ce qui avait été montré une première fois, c'est que vraiment le génome de Néandertal était très différent des génomes de l'homme moderne, Homo sapiens. Et nous, spécifiquement, nous avons pu montrer que la diversité génétique des Néandertaliens était en fait beaucoup plus large que ce qui avait été étudié auparavant. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé d'un Inuit de 4000 ans, dont on avait retrouvé l'ADN à partir d'un cheveu, je crois. Tout à fait. Et on a pu en dresser un portrait robot. On savait qu'il avait une calvitie naissante, on a pu dresser son groupe sanguin, je crois. Tout à fait. Ouais. La paléogénétique peut faire tout ça aujourd'hui? Oui. Et justement, vous faites bien de dire aujourd'hui, parce que justement pendant 20 ans, on a surtout regardé ce qui était l'ADN mitochondrial, qui est présent en plus grand nombre de copies. Donc il y avait plus de chances de pouvoir le récupérer, puisqu'on s'adressait à des techniques qui permettaient que de cibler certaines portions du génome. Alors que maintenant, avec ces méthodologies
On passe de la paléogénétique à la paléogénomique, et là on regarde des portions du génome beaucoup plus grandes, et on peut également regarder ce qu'il en est de l'ADN nucléaire, et donc avoir accès à des données concernant les traits phénotypiques, par exemple, comme vous l'avez dit, le groupe sanguin, la couleur des cheveux, etc. Il y a 20 ans, quand il y a eu les premières analyses de paléogénétique, tout le monde disait, est-ce qu'un jour on pourra avoir accès à des données concernant les néandertaliens, la couleur des yeux, etc. Ça paraissait complètement irréaliste, et c'est quand même assez fou qu'en 20 ans, on ait fait ce chemin-là et qu'on puisse maintenant accéder à ce genre de données. Catherine Henny, merci. Merci. Ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur le site de Science Actualité. À la semaine prochaine.